Salut Aurélie. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aurélie, tu es présidente du Parlement de l'Union populaire, enfin Union populaire qui maintenant a un nouveau nom avec les accords notamment avec Europe Écologie Les Verts et qui sont en train de se finaliser avec le Parti communiste français et le Parti socialiste. Ça s'appelle la Nouvelle Union populaire écologique et sociale, la NUPS. Alors c'est pas la première fois qu'il y a un accord pour un potentiel gouvernement entre différents partis de gauche. Qu'est-ce qui donne à cet accord-là une saveur particulière? D'aucuns parlent de moment historique. C'est historique d'abord parce que c'est pas seulement un accord électoral et un partage de circonscriptions, c'est loin d'être ça. C'est d'abord un accord programmatique sur un programme commun partagé de gouvernement qui va loin avec des centaines de mesures et on est en train de travailler dessus. Et puis c'est un accord stratégique. C'est-à-dire qu'on reprend, on élargit, on enrichit la stratégie de l'Union populaire pour cette nouvelle Union populaire, qui est d'abord l'idée que c'est pas seulement on réunit des appareils, on va bien au-delà. D'abord, on fait un lien fort avec les mouvements sociaux, avec tout ce qui crée les résistances dans la société, dans le monde culturel, intellectuel, des syndicats, des assos, etc. Et c'est le Parlement de l'Union populaire qui va devenir le Parlement de la nouvelle Union populaire, et qui va s'élargir aux autres forces politiques, mais surtout à plein d'autres forces ou personnalités du mouvement social. Donc ça, on va le construire là, ces prochains jours, ces prochaines semaines. Ça a vocation à être un parlement de campagne, mais aussi plus largement un parlement pour la suite. Et puis je dirais historique parce que c'est une clarification politique. Alors déjà, les 22% de Jean-Luc Mélenchon, le fait que on s'appuie sur les quartiers populaires, les jeunes. Enfin, cette campagne présidentielle montre que il y a eu un vote de conviction sur une ligne politique qui est celle d'une gauche de rupture. Et je le dis parce que ça fait en gros depuis la chute du mur de Berlin que la gauche hésite entre social-libéralisme et aménagement où on s'accommode du système et le changement de système et une gauche de rupture. Et ben là, le choix est très clair, c'est une gauche de rupture, c'est-à-dire que pour s'attaquer à l'immensité des enjeux écologiques et sociaux, et ben en fait, c'est pas en aménageant le système qu'on y arrivera, mais en le changeant avec l'idée d'une transformation profonde de la société. Le GIEC le dit lui-même, on a quelques années pour transformer profondément nos façons de produire, de consommer les politiques publiques. C'est ce choix qui est fait dans la nouvelle Union populaire, donc c'est une clarification politique d'ampleur. Alors c'est une clarification politique pas pour la France insoumise et l'Union populaire, puisqu'ils étaient déjà engagés en fait dans cette gauche de rupture. Je pense que tu parles de clarification plutôt pour les partis en fait qui sont en train de vous rejoindre, comme le Parti socialiste ou le Parti communiste. Comment est-ce que tu penses que ça va se passer justement? Parce que pour le coup, il y a un peu un changement de doctrine, parce que comme tu l'as dit toi-même, eux, ils n'étaient pas exactement dans cette gauche de rupture. Alors d'abord, c'est une clarification politique. On le voit dans la société pour l'électorat. Je parlais des 22%, mais voilà, j'espère bien que ça va se traduire par une majorité de députés à l'Assemblée nationale, par la possibilité de prendre le pouvoir à Macron et que le bloc populaire l'emporte face à la droite et l'extrême droite. C'est dans la société d'abord cette clarification politique et dans les forces politiques qui nous rejoignent. Alors évidemment, je pense au Parti socialiste qui finalement tourne enfin la page du quinquennat Hollande. C'est en fait une soi-disant de gauche qui n'était pas de gauche, qui a fait énormément de mal à la gauche parce que ça s'est dit de gauche, mais finalement en faisant une politique de droite, quoi. Elle a des chances de nationalité, le pacte budgétaire européen, etc. Donc c'est une grande clarification politique puisqu'ils disent eux-mêmes qu'ils sont pour abroger la loi El Khomri, pour venir à une retraite à 60 ans, etc. Pour mener tout ça, il faut pouvoir désobéir ou en tout cas ne pas respecter certaines règles européennes. Donc vous imaginez bien aussi que c'est pour nous une victoire de nos idées. Et c'est ça, et j'ai envie de dire qu'il va profiter à tout le monde parce qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que pour faire face aux défis écologiques et sociaux, on ne peut pas juste faire des choses à moitié. Je veux dire à la marge, etc. Donc voilà. Alors là, vous êtes encore en discussion, notamment avec le Parti socialiste dont on vient de parler. D'aucuns disent justement que cet accord avec le PS, notamment sur la question programmatique, ça pourrait
édulcorer précisément la radicalité ou la question de la rupture que tu appelles avec le système actuel. Moi, j'irai pas jusque-là, mais quand même, il va falloir trouver un compromis. Est-ce que c'est le mot que tu utilises, le mot de compromis? Il n'y a pas de compromis. On avance, on clarifie certaines positions, mais nous avons des marqueurs très clairs sur lesquels nous ne céderons jamais. La retraite à 60 ans, la possibilité de désobéir aux règles européennes, et on le sait, ce sera nécessaire, par exemple pour les 250 milliards d'investissements écologiques dont on a besoin de s'extraire du carcan budgétaire européen. On a besoin aussi de désobéir aux droits de la concurrence européen. Donc tout ça, voilà. Mais ça, c'est des marqueurs pour la France insoumise et pour l'Union populaire. Pour tout le monde, dans tous les accords que nous passons. Ça a été le cas avec les Verts, ça a été le cas avec le PC, c'est le cas aussi avec le Parti socialiste. Nous demandons que ces marqueurs-là fassent partie de l'accord et fera partie de l'accord global et du programme commun partagé de gouvernement. Donc du coup, sur ces points-là, vous ne cherchez pas de compromis avec le Parti socialiste, mais vous essayez de les convaincre en fait qu'il faut utiliser par exemple le mot de désobéissance avec lequel ils ne sont pas d'accord. Eux, ils voudraient utiliser le mot dérogation. Parfois, ça nous amène à une clarification. Je prends l'exemple des Verts, puisque là, le PS, on est encore en discussion là-dessus. Par exemple, pour les Verts, ça nous a mené, nous aussi, à clarifier nos positions ensemble. Donc nous disons bien qu'il y a certaines règles européennes qui peuvent protéger les citoyens, mais qu'il y en a d'autres auxquelles nous devons désobéir. Et par ailleurs, nous confirmons que dans les 5 ans, nous ne sortirons pas de l'Union européenne et de la zone euro. Nous désobéirons tout en restant à l'intérieur de ces espaces-là, voilà, et de ces et donc ça, je pense que voilà, ça nous a amené chacun et chacune à clarifier, à avancer sur ces questions-là, et tant mieux. Alors, il y a aussi la question des militants et des militantes. Les cadres se sont mis ou sont en train de se mettre d'accord, mais comment ça se passe? Comment tu penses que ça va se passer au niveau des militants et des militantes, notamment dans la campagne des législatives exactement qui arrivent? Est-ce que tu penses que la grève va prendre quand c'est des militants de la France insoumise qui vont devoir aller faire campagne pour un candidat qui sera investi par le Parti socialiste ou vice-versa? Est-ce que tu penses que... Alors d'abord, j'ai d'abord une pensée très sincère, très chaleureuse pour tous les camarades qui pensaient être candidats ou en tout cas qui étaient chefs de file et qui se retirent, voilà, souvent, alors peut-être avec parfois de la tristesse ou de la déception, mais qui ont le sens des responsabilités et qui disent, et on le voit tous les messages qui disent, voilà, je me retire, je ferai campagne pour que puisse vivre la nouvelle Union populaire. Et je sais que c'est pas facile, donc je voudrais avoir un mot pour eux. Et vraiment, je le dis, voilà, l'honneur est d'abord pour eux et c'est eux qui d'abord permettront la victoire en retirant leur candidature. Je sais que c'est pas simple, voilà. Et ensuite, il va falloir créer les conditions locales pour que nous puissions faire campagne ensemble, parce que c'est ça aussi qui va créer la dynamique. Moi, je suis candidate, voilà, au Lilas, près Saint-Gervais, Romainville, voilà, Noisy-le-Sec et Bondy, et voilà, j'ai eu des coups de fil déjà d'écologistes, de communistes qui me disent voilà, c'est génial, on va faire campagne ensemble, et je la sens cette dynamique, quoi. Donc voilà, en même temps, c'est ça qu'il y a derrière, c'est la possibilité de faire une belle grande campagne. D'abord, il va falloir qu'on aille chercher tous ceux qui ont voté Mélenchon, mais aussi d'autres forces politiques. Mais je pense notamment aux 22% qui ont voté Mélenchon. Dans les quartiers populaires, etc., pour leur dire venez voter aux législatives, ça c'est le premier enjeu, et ensuite s'appuyer sur la nouvelle pluralité de cette nouvelle union populaire pour avoir encore beaucoup plus de votes, de voix, et la possibilité d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, et donc la possibilité d'avoir Mélenchon Premier ministre, parce que ça fait partie de l'accord, c'est que nous demanderons, si nous avons la majorité à l'Assemblée, à ce que Mélenchon puisse être Premier ministre, qui de toute façon si on a la majorité à l'Assemblée, Macron devra laisser le pouvoir à un Premier ministre de cette nouvelle Union populaire. Et voilà, nous avons dit que nous voulons que ce serait Jean-Luc Mélenchon. Et je le dis, cet espoir, en tout cas, ce qui est beau et chouette, c'est que cet espoir, moi je le vois, là je tractais ce matin sur le marché, il n'est pas redescendu. Les gens, voilà, ils sont maintenant... La plupart des gens qu'on croise, ils se disent, voilà, maintenant, c'est possible de prendre le pouvoir à Macron dans un 3e tour. Alors justement, tu parles d'Emmanuel Macron et des gens qui sont actuellement au pouvoir.
pour l'instant, ils sont relativement silencieux. Hein. Emmanuel Macron n'a toujours pas annoncé qui serait son Premier ministre. Il a toujours pas, ne connaît toujours pas les contours de son nouveau gouvernement. Et surtout, il a encore rien mis en place. Il n'a pas avancé de nouvelles mesures, alors que c'est des choses qu'on imaginait qu'il ferait assez rapidement. Est-ce que tu crains, toi, justement, ce que Emmanuel Macron pourrait faire d'ici le 12 juin, d'ici le premier tour? Est-ce que vous rentrez ça vous prenez ça en considération? En fait, par exemple, s'il nomme un Premier ministre, je sais pas moi, qui serait un marqueur écologiste, je sais pas qui accepterait d'entrer dans son gouvernement, mais qui pourrait prendre des mesures, des premières mesures à la fois sociales, écologistes très fortes. Mais d'abord, il faut quand même rappeler qu'il est très affaibli. Hein. Il a été élu par un Français sur 3, c'est le plus mal élu depuis 1969. Par ailleurs, il y a eu aussi un vote de barrage voilà, face à lui. Donc, il est quand même affaibli. Ça, c'est la première chose. Il vient d'essuyer 2 refus quand même pour le poste de Premier ministre. C'est pas rien. Et ensuite, je pense qu'il a tellement joué là-dessus que ça ne marchera pas. Je veux dire, Barbara Pompili, on ne sait pas parce qu'on a Barbara Pompili qui, soi-disant, vient des Verts, voilà, qu'il y a eu quoi que ce soit, le gouvernement s'est fait condamner 2 fois par la justice pour inaction climatique et non-respect des engagements sur le climat. Donc moi, je pense que il est quand même là-dessus, il a tellement joué à ça, voilà, que pour moi, ça ne marchera pas. Il a quand même réussi à se faire réélire, hein, même s'il a été mal élu. Et franchement, on l'a raté à 400 000 voix près. Oui, d'accord, mais lui était à 28. Oui, c'est sûr, parce que... Oui, c'est sûr. Non, mais donc il a quand même réussi à convaincre au moins 28% des électeurs. Mais je pense que le bloc bourgeois est solide. Le bloc bourgeois est solide. Voilà, le bloc bourgeois libéral est solide. Et là, tout l'enjeu, il est de consolider, d'élargir le bloc populaire face au bloc bourgeois, mais aussi face au bloc de l'extrême droite. C'est clair, hein, c'est que là, ça va être une lutte de classe. Hein. Enfin... J'ai une dernière question, Aurélie. On a un peu parlé en parlant du Parlement, de ce qu'allait devenir en fait le Parlement de l'Union populaire, ou plutôt le Parlement de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Est-ce que, je sais que c'est difficile aujourd'hui de se projeter au-delà des élections législatives dans un premier temps, mais est-ce que tu crois que les accords que vous avez conclus ces derniers jours sont susceptibles de faire office de cadre pour la gauche en général et pour la suite? Et du coup, comment est-ce que tu envisages justement les rapports qu'il va pouvoir y avoir entre, d'une part, les insoumis, mais aussi les autres sensibilités de la gauche, la sensibilité communiste, la sensibilité écologiste et la sensibilité socialiste? L'ambition, c'est de créer du commun. C'est-à-dire que de dépasser nos logiques d'appareil et voilà, de mélanger nos cultures, de mieux se connaître localement, nationalement. De les respecter aussi, ces cultures. Oui, de les respecter, mais aussi de les dépasser. Et c'est pour ça que j'insiste sur la question des forces sociales. De ceux qui viennent, j'en fais partie, du monde associatif, syndical, de la culture, etc. Parce que nous n'avons pas ces logiques d'appareil. Voilà. Et il faut dépasser ces logiques d'appareil. Et c'est par aussi ces cultures-là, qui ne sont pas ancrés dans des logiques d'appareil, que nous pouvons dépasser voilà, ça. Donc c'est pour ça qu'on a fait, il y a un choix stratégique qui a été fait il y a déjà plusieurs mois avec le Parlement. Alors, de toute façon, la France Insoumise, qu'on se le dise quand même, moi si j'ai rejoint la France Insoumise et l'Union Populaire, c'est parce qu'il y a ce Parlement, mais c'est aussi parce que c'est une force qui est quand même très, très, très présente dans les mouvements sociaux depuis longtemps. Et donc, la greffe, elle s'est faite très facilement. Mais en même temps, il est vrai qu'il y a plein d'écologistes qui sont, par exemple, sur des luttes écolo. Eh ben, essayons, et moi je pense à tous les militants locaux, enfin, voilà, essayons maintenant de dépasser ces logiques d'appareil, grâce aussi à tous ces gens qui viennent d'ailleurs, quoi. J'ai envie de dire d'ailleurs, pas de ces appareils politiques-là, et qui seront, voilà, et c'est clair, il va y avoir aussi la construction d'une culture commune. C'est pour ça que pour moi, le Parlement, qui n'est pas qu'un Parlement de campagne, qui a vocation à se poursuivre, ce Parlement sera une des clés de cela, sur plus long terme. Voilà. C'est pour ça qu'on le dit, on le répète, ça a été un choix fait, ça a été dit par Jean-Luc Mélenchon, c'est pas un accord électoral, c'est d'abord un accord stratégique et programmatique. J'ai une toute dernière question, en fait, parce que on en parle assez peu souvent, notamment dans les médias mainstream, c'est la question du NPA. Vous êtes aussi en négociation avec le nouveau parti anticapitaliste. Là, maintenant que vous êtes en négociation assez avancée avec le PS, est-ce que tu penses que le NPA peut toujours avoir sa place, en fait, dans cet accord, ou est-ce qu'ils vont se dire, non, franchement, faire alliance avec le PS, alors qu'ils ont toujours dit
Et eux, les premiers, même si ça a été Ouais. aussi dit par des gens de la France Insoumise, plus jamais PS, j'imagine pour des militants du NPA, ça doit être encore plus compliqué. Ben, c'est compliqué pour tout le monde, hein, je veux dire, voilà, mais je sais qu'il y a des discussions chez eux, voilà, que c'est possible. Mais il y a des discussions et je les comprends. Mais j'ai envie de leur dire que, en fait, pour moi, c'est un nouveau PS, quoi. Voilà, je sais que c'est difficile à entendre, mais que au PS, c'est fait aussi une clarification politique et que nous n'aurions pas accepté ce rassemblement sans cela, et que nous ne céderons pas sur nos marqueurs essentiels et sur l'idée d'une gauche de rupture. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, se joue effectivement l'idée de est-ce qu'on se réunit ou pas pour gagner. Et c'est vrai que pour nous, et je finis là-dessus, mais l'objectif principal, il est de gagner et de faire en sorte de transformer la vie des gens. Ce qui se joue là, c'est d'aller en retraite à 60 ans ou à 65. C'est de bosser gratis au RSA 20 heures par semaine ou pas. C'est la destruction de l'école publique en bonne et due forme sur les 5 ans à venir ou pas. Et là, je crois, voilà, c'est la question à les poser. Est-ce qu'on est prêt du coup à cet élargissement pour cela ou pas? Merci beaucoup Voilà. Aurélie. Merci et à bientôt.